Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, l'émission RH Emploi de Bismart. C'est chaque jour, du lundi au vendredi, en direct. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, bien entendu, bien dans son job aujourd'hui. LinkedIn, vous avez vu, j'arrive à bien le prononcer. Pour les commerciaux, c'est un outil indispensable. On en parle dans quelques instants avec Jean-Pascal Mollet. Smart et réglo, que dit la loi en cas de harcèlement sexuel? C'est un débat d'actualité, c'est un débat complexe. On fera le point avec Sabrina Kemel, qui est avocate au barreau de Paris. Dans le cercle RH, vous le savez, chaque vendredi, c'est le cercle des experts, avec aujourd'hui la fermeture des stations de ski, qui est un coup dur pour l'emploi. Et puis le président Macron est au chevet des étudiants. Puis il y aura bien entendu, je l'ai oublié, elle me fait déjà la tête dans l'oreillette, la pause café de Fanny Griesmer. On me dit dans mon oreille qu'on risque de faire un peu de sport ou de relaxation. On en a besoin, on est tellement stressé au bureau. Puis fenêtre sur l'emploi, bien entendu, c'est à la fin de notre émission, c'est le livre de Smart Job et on va s'intéresser au digital. Oui, c'est un peu comme le vélo, il faut évidemment apprendre à en faire pour devenir un expert. Un auteur sera avec nous, Eric Camparini, il sera là. Tout de suite, c'est bien dans son job, évidemment, notre première rubrique, et on parle de LinkedIn. Bien dans son job, bien dans sa vente aussi, parce que c'est le sujet du jour aujourd'hui avec Jean-Pascal Mollet. Bonjour Jean-Pascal. Vous étiez venu au début de Bismart et de Smart Job. C'est vrai. Vous aviez fait un carton d'ailleurs, il faut le dire, sur LinkedIn avec les couleurs. On avait pris beaucoup de plaisir à parler des couleurs. Là, on revient, je dirais, un peu dans le dur. Vous êtes coach de vente. On s'intéresse à LinkedIn, qui est un outil magistral. Et votre travail, votre mission chaque jour, c'est votre boulot en ce moment, c'est d'accompagner des commerciaux à travailler ce réseau social. Pourquoi il est aussi important de maîtriser cet outil? Alors ça que d'autant plus en ce moment, parce que c'est vrai que les commerciaux, aujourd'hui, on les fait moins bouger, confinement, etc., couvre-feu, donc ils ont un petit peu plus de temps aussi pour travailler ce réseau. Alors pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a 20 millions de profils sur LinkedIn en France, 600 millions dans le monde, et que forcément, la cible des commerciaux et les interlocuteurs des commerciaux, ils sont tous trouvables et joignables sur LinkedIn. Maintenant, c'est un réseau qui est un petit peu complexe, qui a plein de fonctionnalités, et donc ça demande du temps pour bien comprendre son fonctionnement. Un commercial, moi je suis resté un peu arrêté au commercial qui a le carnet, avec son téléphone accroché dans la voiture, un peu années 80, tout ça c'est fini. La visibilité d'un produit, de son produit, il passe d'abord par les réseaux sociaux et donc par LinkedIn. Naïvement, c'est quoi? Il met des pages de pub et il dit « Regardez, mon produit est superbe ». Ça marche pas ça? Alors pour revenir aux années 80, déjà c'est vrai que dans les années 80 on avait les fichiers de la CCI, les fichiers Compass, où on retrouvait des informations qui n'étaient pas forcément toujours à jour. Le gros intérêt aussi de LinkedIn, c'est que dès qu'on change de job, on change son profil LinkedIn. Donc en général il est à jour. Après évidemment la pub ça ne fonctionne pas. Ça marche pas. On va pas dire ça à LinkedIn parce que LinkedIn vend des posts sponsorisés et vend de la publicité. Mais on regarde pas trop ça en fait. Ce qui intéresse les gens, c'est ça reste un réseau social mais d'humain à humain. Et que la communication corporate ne fonctionne pas. C'est-à-dire que c'est vraiment, on a besoin d'expertise, on a besoin de partage d'expérience. Et c'est ça qui va marcher. En fait, chaque commercial doit travailler sur son personal branding, sur quelle est sa marque personnelle. Et réussir à donner cette image d'expert pour pouvoir faire confiance et à ses prospects, mais également pour fidéliser ses clients. Quel conseil vous leur donnez d'abord de base? Qu'est-ce qu'un commercial doit faire de base pour déjà commencer à prendre pied dans ce réseau social? Alors, la base, c'est déjà de bien travailler son profil. Puisque quand on va voir un client, en général, on googlise le nom du client et le nom de l'entreprise. Eh bien, il faut se dire que le prospect ou le client va faire la même chose. Et LinkedIn. Quand on tape le prénom et le nom de quelqu'un, la première information que Google nous donne, c'est le profil LinkedIn. Quel que soit le nom, si on a un profil, évidemment. Donc, ça veut dire que notre page de profil doit être nickel. Donc nickel, ça veut dire quoi? Ça veut dire une photo professionnelle, pas la photo d'un mariage où je suis allé parce que je me trouvais beau, ce qu'on appelle une bannière, un titre de profil. Enfin, il faut que le profil soit déjà complet, très clair. La marque, le nom de l'entreprise ou la marque. Ouais, et puis qu'il soit orienté bénéfice client dans son explication. Et pas je veux me vendre. Sinon, je veux me faire recruter, quoi. Bénéfice client, ça veut dire quoi? Ça veut dire on se présente comme commercial. C'est quoi les titres qu'on se donne quand on est commercial? C'est compliqué, ça. Commercial, ça veut tout dire et rien dire. Ouais, et puis des fois le commercial fait peur. Bah oui, c'est un mot bizarre, commercial. Alors il y a le commercial. Dans le titre de profil, en fait, il faut qu'il y ait deux choses. Il faut qu'il y ait les mots-clés qu'on est susceptible de taper dans le moteur de recherche, puisqu'il y a un moteur de recherche sur LinkedIn. Et puis également, quelle est notre plus-value? Moi, si vous allez voir ma page, mon profil. Vous êtes très actif, hein, je suis allé voir. Ouais, j'essaie d'être un praticien et non pas un théoricien. C'est-à-dire que
quand je forme les gens à LinkedIn, il faut que je sache de quoi je parle et effectivement, j'y suis beaucoup. Bah oui, c'est le prof de sport qui n'arrive pas à faire le mouvement devant ses élèves. Ce serait embêtant. Moi, c'est 70% de mon business aujourd'hui, c'est-à-dire que j'ai des clients qui me contactent parce que je suis actif sur LinkedIn et parce que je transmets de l'expertise. Maintenant, donc c'est dans son titre de profil. Si vous allez voir, moi par exemple, il y a marqué magicien. Je fais apparaître les clients et disparaître les objections, mais également consultant, formateur, etc. sur la vente et la communication. Mais vous vous amusez, parce qu'en plateau, on l'avait fait la fois dernière, on s'était amusé, vous faites des vidéos, vous vous amusez vraiment. Ah oui. Il faut avoir ces punchlines, espèce de côté un peu fun aussi, de ne pas se prendre au sérieux, parce qu'il y a un peu de ça chez vous aussi. À ce côté, je prends un peu de recul, quoi. En fait, je pense qu'il faut, comme dans tous les métiers, il faut prendre du plaisir dans son métier. Si on fait ça de manière rébarbative, ça ne fonctionnera pas. Et puis, il faut être faut être le plus naturel possible. C'est-à-dire qu'il faut être le plus authentique possible sur les réseaux sociaux. Que les gens, il n'y ait pas de décalage entre ce que je vois sur le réseau, puis après, tiens, je rencontre le commercial, et puis c'est pas du tout la même personne. Mais quand vous donnez des conseils et que vous faites des formations à ces commerciaux, que les choses soient claires, ce sont des entreprises qui demandent à leurs commerciaux de passer entre les mains de Jean-Pascal Mollet pour ça, oui. L'entreprise a compris l'utilité du business sur le business. Il fonctionne comment ensuite sur le réseau social? Alors, sur LinkedIn, en France, il y a 840 000 entreprises présentes. C'est 2,8 millions de visiteurs uniques par jour. C'est colossal. C'est énorme, donc on ne peut pas passer à travers ça. Et qu'on soit... Alors, en B2B, c'est évident, et même en B2C, parce que c'est vrai qu'on me dit, oui, mais B2C, mes clients, ils ne sont pas. Bah si, parce que tes clients, ils sont. Ton client, même si tu es en B2C, ton client, il est DG là, il est directeur commercial là, donc il voit. Là, donc forcément, il va voir ce qui se passe. Donc c'est indispensable de mettre ça en place. Maintenant, même des gens qui sont de la nouvelle génération, moi j'ai des commerciaux qui ont 25 ans, mais ils ne sont pas forcément... très fort sur ce réseau. Ils vont être forts sur Snapchat, sur Facebook, mais pas sur LinkedIn. La jeune génération. D'ailleurs, parenthèse, vous qui vous intéressez aux réseaux sociaux, qui êtes très actif, il faut aller voir ce que vous faites sur LinkedIn. Tous les autres de la jeune génération, les Snap, tous les autres, ça aussi, c'est un outil sur lequel vous vous penchez en disant, mais après tout, c'est aussi une source de développement commercial ou ça reste encore très niche de jeunes? S'il faut prioriser un réseau professionnel, c'est LinkedIn. Il n'y a que LinkedIn. On se souvient qu'il y avait Viadeo qui s'appelait Viaduc auparavant. Bon, ils ont totalement disparu. Enfin, ils existent encore, mais voilà. C'est LinkedIn qui domine. Qui a dominé. Moi, j'ai créé mon compte TikTok, par exemple. Bon, parce que j'essaie de voir comment ça fonctionne. Je me dis, tiens, aujourd'hui... Vous faites quoi sur TikTok, d'ailleurs? Parce que je ne suis pas allé voir. Non, mais je fais des vidéos un petit peu comme je fais sur YouTube, mais des formats assez courts, en essayant d'avoir le ton TikTok. Alors, des fois, sur LinkedIn, j'en partage quelques-unes, mais parce que c'est peut-être le réseau de demain ou d'après-demain. On rigolait d'Instagram au début, on disait tiens, Instagram, oui, c'est plutôt le réseau des jeunes. Oui, mais aujourd'hui, c'est incontournable. Mais ma question était plus concrète, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a réussi à bien faire sa fiche, mettre sa bannière, à trouver la punchline sympa, voilà, ça y est, je suis exposé en quelque sorte, c'est une forme de vitrine. L'acte d'achat, l'acte commercial, il se fait comment? Comment ça marche ça? Alors, on doit vous poser la question de vous dire bon, c'est bien beau, la photo est sympa, j'ai mis une bannière. Ça suffit pas. Ça suffit pas. Parce qu'il faut être vu aussi. Donc, ce qui va faire qu'on sera vu, c'est le contenu qu'on va partager. Donc on peut partager du contenu qui va être du contenu de son entreprise, mais ça ne marche pas énormément. Maintenant, il faut parler de soi, de son vécu de commercial, de son expérience avec un client. Une anecdote, un truc. C'est ça. C'est ce qui intéresse les gens, c'est le storytelling. On aime tous les histoires. Il faut être capable de raconter des histoires en montrant ce qu'on sait faire. Alors, Jean-Pascal Mollet, sans déflorer les petits secrets de votre business, mais vous, combien de temps ça vous prend tout ça? Parce qu'on voit quand même qu'il y a beaucoup de familles voilà, qui disent mais je passe un temps fou sur les réseaux sociaux, j'ai Facebook, je dois répondre, puis je dois mettre un Insta. En fait, on passe sa vie sur les réseaux sociaux. C'est extrêmement énergivore. C'est vrai. Maintenant, moi, je suis un pragmatique. Je me dis toujours combien ça me coûte et combien ça me rapporte. Donc combien ça me coûte en termes de temps. Si je prends LinkedIn, en général, la veille au soir, je réfléchis à mon post du lendemain. Ça me prend un quart d'heure, 20 minutes. Ouais, vous êtes un peu le rédacteur en chef de votre page, en fait. C'est ça, bien sûr. Ouais, c'est ça. Et puis le lendemain matin, en général, je poste entre 8h et 9h parce que c'est une bonne heure pour poster. Les gens, le matin, ils arrivent, ils regardent leur LinkedIn. Et puis du coup, ils vivent toute la journée, quoi. Et en fait, on le fait revivre, on le push, on le partage. Combien d'amis, on dit amis sur LinkedIn? Vous avez vu, je ne suis pas fort encore, j'ai peut-être besoin d'une petite formation. Il y a une différence entre relation et contact, ou abonné, en tous les cas. C'est-à-dire qu'on peut être en contact direct, ça veut dire qu'on a demandé la personne en connexion et elle a accepté. Ça, c'est limité à 30 000 par LinkedIn. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir plus de 30 000 contacts de niveau 1. Donc vous êtes au taquet, vous? Ah bah moi, je suis au taquet. Ouais, c'est ça. Ouais. On ne peut plus rentrer chez Jean-Pascal Mollet. Arrêtez, calmez-vous. En revanche, on peut suivre ma page. Et donc là, c'est ce qu'on appelle des abonnés. Et là, j'arrive quasiment à 100
000. Je l'étais, Oui, j'ai vu que vous étiez quasiment dans le... Ça porte un nom, ça. D'ailleurs, quand on arrive à 100 000, c'est l'expert ou le social... Alors non, le profil expert, c'est quand on a rempli la totalité de son profil et qu'on a toutes les parties dans la partie profil. D'accord. Donc il n'y a pas de nom. Et vous gagnez quelque chose au bout, avant de nous quitter? On a un lot, quelque chose, un goodie, un petit porte-clés LinkedIn? Par LinkedIn, non. Rien du tout. Ils sont très difficiles à contacter en plus. Donc, Difficile à contacter, c'est vrai, je vous confirme qu'on aimerait bien d'ailleurs nous les recevoir sur ce plateau et ils se protègent en tout cas. En tout cas, avant de nous quitter, Jean-Pascal Mollet, vous qui êtes coach de vente, c'est l'outil indispensable quand on veut véritablement booster son produit, parce que c'est bien de ça dont il est question. À travers une subtilité d'écriture, c'est quand même du produit dont on parle. Ouais, alors évidemment, on parle du produit, mais on parle surtout de soi en fait. Racontez-moi, en fait c'est comme dans le journalisme, en fait, c'est racontez-moi une histoire. C'est ça. Racontez-moi une histoire et dites-moi qui vous êtes. Évidemment, parce que on a envie de faire du business avec quelqu'un et non pas avec une entité. Et je terminerai par une petite phrase. Je dis, hier, être sur LinkedIn, c'était différenciant. Aujourd'hui, ne pas y être, c'est discriminant. Ça sera le punchline. Voilà. Vous y aviez réfléchi hier soir à celle-là ou elle est venue? Ouais, carrément. Non, je l'avais déjà en tête. Ça rigole en régie. Oui, ça rigole en régie. Quand ça rigole en régie, vous ne l'entendez pas, mais nous, on entend évidemment toute la régie, ce qui veut dire que cette blague était drôle. Merci Jean-Pascal Mollet. C'était un plaisir. Vous revenez nous voir quand vous voulez. On vous suit évidemment sur les réseaux sociaux et LinkedIn parce que vous êtes très actif, très vivant. C'est toujours très fun de voir vos vidéos. On prend toujours plaisir. Merci Jean-Pascal. Merci Arnaud. La suite, vous allez voir, c'est un peu plus sérieux et un peu moins fun. C'est Smart et Réglo. On parle d'harcèlement sexuel, d'harcèlement moral. C'est un sujet qui est au cœur de l'actualité et on en parle tout de suite avec une avocate. Smart et Réglo, focus juridique sur un point de droit, sur un éclairage. Et aujourd'hui, nous avons choisi, en tout cas Sabrina Kemel a choisi d'évoquer un sujet important. Elle en a déjà parlé sur ce plateau, du harcèlement sexuel. Sabrina, bonjour. Bonjour. Vous êtes avocate au barreau de Paris, spécialiste en droit social, en droit du travail. Le harcèlement sexuel, alors, on a eu une de vos consoeurs qui, la semaine dernière, venait nous expliquer, on en parlera, de l'utilisation parfois un peu anormale du mot harcèlement dans un litige, parce que ça, vous l'avez à chaque fois. Mais commençons d'abord par le harcèlement sexuel, qui est un point un peu particulier de ce sujet. C'est quoi le harcèlement sexuel? Que dit la loi? Alors, la loi, en fait, elle nous dit que le harcèlement sexuel, ce sont des propos, des comportements à connotation sexuelle répétés dans le but d'avoir des faveurs sexuelles, voilà, d'un salarié, par exemple, parce qu'on parle de droit du travail. Mais pas que. Le harcèlement sexuel peut aussi consister, si vous voulez, en des formes de pression grave, même non répétées. Et c'est là où c'est intéressant, parce que, à la différence du harcèlement moral, où on est sur des faits répétés, le harcèlement sexuel peut consister en des faits qui sont non répétés. Ça veut dire qu'un président de cour, si l'affaire va jusqu'évidemment il y a un jugement, un président, il peut dire, mais vous avez eu des mots déplacés qu'une seule fois, et on peut considérer cela comme du harcèlement sexuel. Tout à fait. Oui. Donc la personne, alors la vraie difficulté, Sabrina, c'est l'avocate que je m'adresse, que vous défendiez celui qui est accusé ou l'accusatrice, c'est de prouver ce harcèlement sexuel. C'est compliqué. C'est très compliqué, c'est pour ça qu'on le voit peu. On le voit peu en fait devant les conseils de prud'homme et les cours d'appel. Très honnêtement, cette année, j'ai peut-être eu à gérer 3 dossiers de harcèlement sexuel. Et quand on part sur le terrain du harcèlement sexuel... Gagné ou pas, excusez-moi, sans rentrer dans le détail de l'affaire. Je ne sais pas encore. Ouais, d'accord, je ne sais pas encore. Mis en délibéré. Mais ce qui est certain, Arnaud, c'est que quand les salariés vont devant le conseil de prud'homme pour des faits de harcèlement sexuel, c'est qu'ils ont de la matière. C'est pas comme le harcèlement moral, où le harcèlement moral, on surfe facilement sur la vague. Je veux dire, aujourd'hui, tous nos contentieux, quasiment tous, le harcèlement moral ressort. Le harcèlement sexuel, quand on va sur ce terrain-là, les salariés, en principe, ont des billes. Et souvent, en parallèle, il y a une action pénale. Parce qu'il ne faut pas oublier que le harcèlement sexuel est avant tout, mais comme le harcèlement moral, c'est pour ça que j'évoquais un délit pénal. Une cour correctionnelle, puisque là, on peut passer du droit du travail à la correctionnelle. Bien sûr. Ça va jusqu'en correctionnelle, parce qu'il y a un vrai débat aujourd'hui autour de l'inceste, où on correctionnalise de plus en plus et on va de moins en moins aux assises, ça ne nous aura pas échappé. Est-ce que c'est la même chose pour ce type de harcèlement sexuel? On a plutôt tendance à le cantonner aux chambres prud'homales et moins en correctionnel. Non, ça part en correctionnel. Ça part en correctionnel. Ça part en correctionnel, et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand l'inspecteur du travail est saisi, parce que l'inspecteur du travail peut être saisi par des salariés pour des faits de harcèlement sexuel, l'inspecteur du travail, lui, s'il est convaincu que le délit est caractérisé, transmet au parquet. Il a l'obligation d'ailleurs de transmettre au parquet en vertu de l'article 40 du Code de procédure pénale. Il transmet au parquet, et là le parquet va mener son enquête. Mais ça peut aller au correctionnel, oui. Vous avez eu à défendre des accusatrices ou des accusés, qu'importe.
dans le cas d'une accusatrice, qu'est-ce qu'elle doit apporter à son avocate et évidemment au juge comme preuve des mails? Est-ce qu'elle fait des enregistrements? Comment le démontrer? C'est parole contre parole. L'accusé dit mais c'est pas vrai, j'ai jamais dit ça. Alors, ça peut pas être parole contre parole. Il nous faut des preuves. Pas de preuves, pas de condamnation. Donc, il nous faut des preuves. Donc, ça va être des mails, des enregistrements, oui, parce que devant le conseil, devant le tribunal correctionnel, c'est admis. La preuve est libre au pénal. Donc, c'est admis. Et là, devant le conseil de prud'homme, il y a un revirement là, qui s'est fait ces derniers jours où la preuve illicite est admise. Donc les fameux enregistrements téléphoniques. Les fameux enregistrements téléphoniques, bien sûr. Des témoins directs, je dis bien directs. Par exemple, ça va être le supérieur hiérarchique qui a offert des bijoux à sa salariée, enfin des cadeaux ou autres, dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle, des choses comme ça. Donc mail, enregistrement, témoin direct. Mais est-ce qu'une salariée peut venir en aide à celle qui accuse en expliquant qu'elle-même a eu à subir, et cet élément-là vient corroborer, puisque peut-être qu'il arrive assez fréquemment qu'il n'y ait pas de témoin direct, que les choses se passent dans un bureau ou dans un espace clos où personne n'est témoin, ce qui arrive souvent. Alors, ce qui arrive souvent, c'est qu'on peut avoir des témoins directs de propos sexistes, de propos « Ah, tiens, elle a mis une jupe aujourd'hui, ah, mais ça lui va bien ». Vous voyez, ce genre de propos-là. Qui vient faire tisser comme ça. Exactement. Qui vient montrer un peu la personnalité de la personne. Ça, on a souvent des témoins de cela. Après, on ne va pas avoir de témoins de la main aux fesses ou de « j'ai envie de coucher avec toi ». Enfin, vous voyez, ça, forcément, on en a moins. Donc oui, on a aussi les langues qui se délient. Après, c'est ça. Une fois que le harceleur est dehors, là, les langues se délient. Une fois qu'il est dehors, c'est-à-dire que tant que le supérieur hiérarchique est toujours là, il y a quand même une peur de la sanction, la peur d'en dire trop. Il y a une peur, ça génère une peur. Évidemment qu'il y a une peur, et c'est pas tout le temps le supérieur hiérarchique. Je veux dire, ça peut être un collègue à égalité. Envers, bien sûr. D'un mot, parce qu'il ne faut jamais négliger l'idée qu'on puisse faire des fausses déclarations. Il y a évidemment des femmes qui sont harcelées sexuellement et elles font valoir leurs droits. Est-ce que vous avez eu des cas où on a utilisé le harcèlement sexuel comme un outil coercitif de pression pour une augmentation et donc, de fait, c'est une fausse déclaration? Oui, j'en ai un en ce moment même. Donc oui, et en fait, c'est ce qu'on appelle avoir dénoncé du harcèlement moral ou sexuel de mauvaise foi. Et là, pour le coup, le salarié va en subir les conséquences puisqu'il va être licencié pour faute grave. Alors l'exemple que je peux vous donner, parce que c'est l'exemple que je vis en ce moment au travers de mes clients, c'est le cas d'une salariée qui en fait entretenait une relation amicale avec l'un de ses collègues. Il y avait un jeu de séduction mutuelle. Un peu ambigu. Un peu ambigu. Quand on lit les échanges WhatsApp, un peu ambigu. Elle lui explique qu'elle sort de sa douche, etc. Enfin bon, bref. Elle répond à ses avances, vous voyez. Donc, elle joue. Et le jeu de séduction mutuelle exclut la qualification de harcèlement sexuel. Et elle est venue se plaindre. WhatsApp, elle est hyper importante, parce qu'elle est venue se plaindre qu'elle était harcelée sexuellement, etc., etc. Donc une enquête a été menée, obligation de l'employeur, même si ce n'est pas une obligation légale, mais cette enquête-là, il faut la mener, qui a conduit à l'absence de tout fait de harcèlement sexuel. Et elle le savait. Elle le savait, puisqu'elle en jouait, en fait, de tout ça. Et ce sont des faits, à mon sens, de harcèlement sexuel qui ont été dénoncés de mauvaise foi. Donc concrètement, qu'est-ce qu'elle risque? Le licenciement et celui qui a été accusé à tort d'être un harceleur peut lui-même porter plainte? Alors, elle risque un licenciement pour faute grave. Et celui qui a été accusé à tort pourrait agir, par exemple, en dénonciation calomnieuse. Et donc, évidemment, porter cette affaire, là, cette fois-ci, plus au prud'homme, mais dans une cour devant le tribunal correctionnel. Ouais. Merci, Sabrina. Juste d'un mot avant de nous quitter, parce que je voulais vous la poser. Lorsque l'enquête se fait dans l'entreprise, qui est mandaté? C'est le CHSCT, enfin, c'est le comité d'hygiène et de sécurité? Pas forcément. Ou un cabinet extérieur? Qui fait ça? En fait, c'est soit une enquête direction, donc menée exclusivement par la direction. D'accord. Soit une enquête à la fois direction et CSE, soit un organisme extérieur. Et il faut aussi regarder ce que nous dit le règlement intérieur, parce que le règlement intérieur, parfois, donne les guidelines pour mener cette enquête. Et il faut le suivre, sinon l'employeur risque d'avoir une petite difficulté. Donc j'imagine que le choix de la personne qui fait l'enquête dépend aussi de la fonction hiérarchique de la personne qui est accusée, j'imagine. C'est compliqué. Oui. Pour la direction, vous voyez que... Disons que si on a un directeur général qui est accusé de harcèlement sexuel, on va probablement préférer prendre soit un organisme,
Extérieur. Bien sûr. Moi, je conseillerais de prendre un organisme oui. extérieur. Là, je me tourne vers le conseil, ce qui me semble logique. Sinon, il y a un vrai problème de conflit de loyauté, là, en l'occurrence, et pas d'intérêt. Merci Sabrina Kamel de nous avoir éclairé sur ce sujet, qui vient corroborer les propos de votre consoeur de la semaine dernière sur l'utilisation parfois abusive du mot harcèlement. Vous l'avez quasiment dans toutes les affaires. C'est ce qui permet de sortir du barème Macron. C'est exactement ça, vous nous le confirmez. Merci Sabrina d'être venue sur le plateau. On se retrouve bientôt pour de nouveaux sujets de droit qui sont passionnants. Tout de suite, c'est la pause café, évidemment, avec Fanny Griesmer. Mon petit doigt me laisse dire qu'on va peut-être commencer à nous détendre un peu. C'est pas trop tôt. Tout de suite, c'est la pause café. Fanny Griesmer, qui est déjà tout sourire. Oui, parce que d'abord, on est vendredi, parce qu'elle a un livre devant elle qui parle de relaxation. Fanny, là, on va essayer de se détendre un peu, parce qu'on est quand même bien stressé. Oui, mais on est stressé. On est stressé. Confinement. D'ailleurs, on n'a pas besoin d'attendre le vendredi pour être stressé. Mais c'est vrai qu'en fin de semaine, souvent, la coupe est pleine. Vous avez, je l'imagine, un grand besoin de vous détendre ce vendredi, non ? Bien sûr. Je le sens là. Bien sûr, vous avez vu. Mais c'est ça, on va se détendre. C'est vrai que vous soyez en télétravail ou au bureau, globalement, vous passez la majeure partie du temps assis, 4 longues journées déjà, plus une là qui s'annonce, assis devant un écran. Je ne sais pas si vous le saviez, Arnaud, mais concrètement, on estime que l'on est sédentaire lorsque l'on passe plus de 7 heures assis. Ce qui est le cas de beaucoup de salariés. Et c'est le cas de 70% de la population en France. Et une mauvaise posture associée à pas mal de stress, ce qui est le cas pour beaucoup d'entre nous, c'est la voie royale pour avoir des douleurs. Ces petites douleurs partout. Le dos, on ne se sent pas bien. Le dos, le cou, les jambes. Alors, est-ce qu'il faut attendre forcément soit le soir, soit le week-end pour se détendre, se relaxer ? Eh bien, moi, je dis non. C'est pourquoi je vous propose aujourd'hui quelques petits exercices. Vous allez travailler, Arnaud, à pratiquer aussi bien au bureau qu'à la maison. L'objectif, c'est lâcher prise pour, dans un même temps, être plus efficace. Donc, ça a vraiment 2 objectifs. Je les ai testés hier soir pour vous. Très bien. Testés et approuvés. Ces petits exercices, ils sont tirés de ce livre, édité chez Marabout, dans la collection Mes petites routines. Donc, vous comprendrez que ces exercices sont à intégrer dans votre quotidien. Avec télétravail, ils ont intégré. Télétravail. Mais ça marche aussi au bureau. Bon. Je ne vais pas vous cacher que parfois vous pouvez être un petit peu ridicule si vous faites ça au bureau. J'ai vu qu'il y a pas mal de dessins qui expliquent. Ce livre est très très bien fait. Non, tout est bien expliqué, pas à pas. Voilà, vous avez étape par étape les mouvements à faire. On commence par des choses simples peut-être. Alors déjà, juste quand même pour préciser que le livre est écrit par Magali Bastos, qui est kinésithérapeute spécialisée en chaînes musculaires et articulaires. Donc, premier conseil. On a tendance à l'oublier. Il paraît évident, mais c'est vrai que souvent pris dans le feu de l'action, on a tendance à oublier qu'il faut s'octroyer des pauses, des pauses régulières. Ce qu'elle nous conseille, Magali Bastos, se lever, en fait. C'est de faire des pauses toutes les heures. Ah oui. Voilà. De combien de temps ? Elle explique 50 minutes par tâche et on s'arrête une dizaine de minutes a priori. Bon, un peu comme on conduit, comme en voiture, quoi, en fait. C'est comme dans la voiture, exactement. C'est vrai qu'on a tendance à oublier, on est en pilotage automatique, on reste assis, les yeux rivés sur l'écran, sauf qu'il y a un moment où on a vraiment besoin de déconnecter. Donc l'idée, c'est de s'accorder un temps pour soi, pas la pause de le nez dans le smartphone. Alors c'est vrai que là, vous retrouvez un on déconnecte temps en fait. On va se dire, mais non, ça n'aura aucun. Mais la pause, Fanny, c'est qu'on sort de son bureau et on va se balader dans la rue, par exemple, ça ? On peut faire ça, mais on peut aussi rester assis. C'est d'ailleurs, on va rester assis, on va pas sortir du studio. Non, on va rester ici, voilà. D'accord. On va commencer par respirer. Alors c'est tout bête, mais c'est un besoin vital. Et généralement, je sais pas si vous en apercevez, mais quand on respire, on ne s'en rend pas compte. On le fait naturellement. C'est comme quand on marche, quoi. Sauf que dès lors que vous prêtez un petit peu d'attention sur votre respiration, et là, ça change absolument tout. Donc c'est le premier exercice que je vais vous proposer, Arnaud. Nous allons respirer par le ventre. Alors c'est assez simple, on va rester assis. Et par le nez ? Logiquement, jambes à plat. On devrait avoir les pieds mais on ne peut pas, comme bien ancrés dans le sol. Vous allez poser une main sur le thorax, une autre main sur le ventre. Et vous allez vous tenir bien droit, comme vous le faites. Vous inspirez profondément en gonflant le ventre. Donc on inspire, on gonfle le ventre. Et vous expirez doucement en laissant le ventre se relâcher. Voilà. On répète cet enchaînement inspiration, expiration avec le ventre qui se gonfle puis se relâche 10 fois. L'exercice, alors plein de vertus
et c'est pour ça que ça serait important de le faire régulièrement. Ça permet de faire redescendre la pression en calmant le rythme cardiaque. On parle beaucoup de cohérence cardiaque. C'est vrai que ça a énormément d'impact sur le mental. Ça permet de mieux gérer ses émotions, de libérer les douleurs musculaires, mais en plus de favoriser et de faciliter la digestion. Donc l'exercice est absolument idéal l'après-midi. Je l'ai fait 5 fois. Ça permet c'est une forme de méditation en quelque sorte. Ça C'est un permet petit peu ça. de se recentrer. C'est typiquement la pleine conscience. On retrouve cet exercice pas mal dans le yoga, notamment la sophrologie, la méditation. Mais d'un mot et de plusieurs, le fait d'être en télétravail donne le sentiment aujourd'hui, même à travers ce livre, d'avoir encore plus besoin de ces exercices. J'ai le sentiment qu'on est le nez devant son ordinateur encore plus quand on est chez soi. Encore plus. C'est assez Est-ce qu'on a le temps paradoxal. pour un dernier exercice? Un dernier, pour la route, comme on dit. Allez, celui-ci, on va s'attaquer aux épaules. Vous posez les mains sur vos épaules. Et là, vous allez décrire 10 petits cercles. Ah oui. Voilà. Dans un sens, puis dans l'autre. Ah, je commence à avoir les courbatures déjà là. Il vous en faut peu. Très peu. Vous écartez un petit peu les coudes. On refait 10 cercles dans un sens, puis dans un autre. Donc c'est le vol de l'hirondelle en quelque sorte. Exactement. On monte les coudes et pareil. Ah oui, en fait, ça fait travailler les pectoraux. Alors Magali Bastos, qui a écrit ce livre, appelle ça rouler des mécaniques. Alors, je ne sais pas si on en impose vraiment en faisant cet exercice. Est-ce qu'on est ridicule? Je ne sais pas. Peu, mais en tout cas, ça fait énormément de bien. En tout cas, ça permet là, pour le coup, de tonifier la structure musculaire, notamment des pectoraux, si j'ai bien vu, et puis des épaules. Oui, et puis aussi penser à se redresser. Et d'ouvrir. À s'affaisser en télétravail. Alors, ces exercices, c'est à pratiquer dès que possible, autant que possible, en télétravail, au bureau, ou j'ai envie de dire dans la vie de tous les jours, voilà, à n'importe quel moment. Ça permet de se détendre, de faire un break et être en mesure de repartir de plus belle, mais en version beaucoup plus efficace. Donc on a tout à y gagner. Et le soir, c'est plutôt pas mal parce que ça permet de s'endormir beaucoup plus facilement. Oui, s'endormir, évitez d'avoir le smartphone pour vous endormir jusqu'au bout. C'est de le poser avant de s'endormir. C'est pas mal aussi ça. Je pense que Madame Bastos... Déconnectons jusqu'au bout. Voilà, mes petites routines, la collection... télétravail en toute sérénité chez Marabout par Magali Bastos. Il faut dire quand même, Fanny, qu'on retrouvera ce livre à travers vos chroniques assez régulièrement. Alors là, la prochaine fois, vous allez être beaucoup plus ridicule, vous le savez. Non, je ne le vous sais pas. Engagez, là. Mais je ne veux pas que vous me le disiez, je le découvrirai le moment venu. C'était un plaisir, Fanny. Bon week-end. Bon week-end à vous. On se détend, on bouge un peu les épaules et on respire en mettant la main sur le ventre. Détendez-vous, faites des pauses comme quand on est sur l'autoroute. La pause s'impose. Ça sera le mot de la fin de cette chronique. Tout de suite, c'est le cercle RH après cette courte pause. C'est le débat des experts, comme chaque vendredi. Évidemment, la fermeture des stations de ski a un impact direct sur l'emploi des vallées, bien entendu. On va en parler. Et puis, il y a le président Macron qui s'intéresse aux étudiants avec ces repas à 1 €, parce que, évidemment, les étudiants sont aujourd'hui en grande souffrance. On fait le point. Mes invités arrivent. Restez avec nous. Juste après cette pause, ils seront là. Le cercle RH, le cercle des experts, c'est chaque vendredi. Vous connaissez notre rendez-vous pour balayer l'actualité. Elle est riche, elle est un peu sombre cette actualité. On parlera des stations de ski, bien entendu. Mais il n'y aura pas de réouverture des remontées mécaniques pour février. Les stations les attendaient, ça ne se fera pas. Et probablement d'ailleurs sur l'ensemble de l'année. La neige est là, il y a le soleil. Mais il n'y aura pas de skieurs. En tout cas, en France, on va s'intéresser aux étudiants parce qu'ils sont en souffrance. Le président Macron a décidé de leur proposer des repas, 2 repas, 1 €. On fera le point parce que c'est un sujet évidemment sensible. Je vous présente mes invités parce qu'il y a cette petite phrase, évidemment, qui est au cœur de l'actualité sur les 66 millions de procureurs. Évidemment, ça a suscité, et ça suscite évidemment quelques remous. Marc Landré est avec nous, rédacteur en chef du Figaro. Des pages saumon, mais qui ne sont plus saumon, d'ailleurs, en tout cas sur le... Voilà. Numériquement, non, elles sont blanches. Elles sont blanches, oui. Mais physiquement, elles sont, mais elles sont toujours saumon. Oui. Voilà, c'est là. Mais il faut quand même le préciser. Quand vous lisez le numérique, c'est blanc. Responsable du service Économie France, merci d'avoir répondu à notre invitation. Et François Vigne est avec nous, un habitué du cercle des experts, fondateur, directeur associé de Sycomore Corporate Finance et un des membres éminents des EDC, des entrepreneurs et décideurs chrétiens. Et dirigeants. Mais on peut être décideur et dirigeant. Je suis en train de vous refaire évidemment votre logo. Là, en l'occurrence, ce sont les dirigeants. D'abord, un petit mot. Regardez cette phrase parce que elle renvoie directement à la politique vaccinale menée par la France. Il est en déplacement pour investir 1,8 milliard d'euros sur la recherche quantique. Il développe une pensée sur l'échec, sur la difficulté d'engager des politiques vaccinales. Et regardez ce que dit le président Macron à la fin. Patatras, nous sommes devenus une nation de 66 millions de procureurs, dit-il, prenant évidemment comme ça à la gorge les Français en disant « Mais vous, chers Français, tout
vous êtes des procureurs. Quelle est votre réaction, François Vigne et Marc Landré? Moi, alors, je suis chef d'entreprise, je suis chef de mouvement. Quand on est chef, on est toujours critiqué. Et donc, moi, ce qui m'étonne, faut accepter ça. Ce qui m'étonne, c'est qu'un chef, il supporte les critiques, il ne se fait pas des critiques. Quand on est chef, on est critiqué par définition. Les gens vous critiquent, c'est normal. Et donc, c'est le rôle du chef d'être critiqué et il ne faut pas s'en faire. Et il ne faut pas s'en plaindre. Attendez, Le chef est là pour avancer et pour être critiqué. Il est là pour faire le job, pour délivrer, pour conduire la France. Il ne doit pas se plaindre d'être critiqué. Un chef qui se plaint de critiquer n'est pas digne d'être chef. Vous êtes tous les deux à la tête d'une entreprise, d'une rédaction. Ça revient à dire que le président aujourd'hui dit tous les Français n'ont rien compris à ma stratégie, à mon intelligence. Moi, j'ai tout fait bien. C'est ce que vous diriez à vos collaborateurs. Vous faites une erreur et vous dites à vos collaborateurs. Le job c'est est de votre faute, tout difficile. ça. Le job est difficile et personne. Et là encore, il est très difficile. Aujourd'hui, de gouverner un pays, ça a toujours été difficile. C'est particulièrement difficile. Pour autant, quand on est chef, on ne se plaint pas. C'est ça. Marc Landré, comment vous regardez cette phrase? C'est du macronisme pur, ça? Macron fait du Macron. Il l'avait déjà dit. Il avait une pensée complexe. Il avait dit dans le temps, je crois que c'est dans Le Point, les pensées complexes sont difficiles à décrypter. Et la mienne l'est particulièrement. Il nous l'a démontré encore une fois. Le problème d'Emmanuel Macron, c'est pas qu'on le critique, c'est le fait qu'il n'accepte pas la critique. C'est qu'il est persuadé d'avoir raison et qu'en plus, il prend lui-même toutes les décisions. Aujourd'hui, dans cette campagne vaccinale, tout lui remonte. Je veux dire, il n'y a pas de ministre de la Santé, il n'y a pas de Premier ministre, il n'y a pas de directeur général de la Santé. Il y a un président de la République qui fait des réunions toutes les semaines de sécurité et de défense. Conseil de défense, voilà, c'est ça? Où sont prises des décisions, il écoute ce que les uns et les autres ont à dire et c'est lui qui tranche. Donc ça veut dire que tout lui remonte, tout est décidé par lui. Donc effectivement, comme il n'aime pas être critiqué, la critique, elle va forcément vers lui puisqu'il décide de tout. Et franchement, on va venir sur le fond. Mais cette campagne vaccinale, il y a de quoi critiquer. Sans être méchant, de manière constructive, il y a franchement de quoi dire. Vos critiques principales, c'est quoi? C'est aujourd'hui, il y a des centres qui sont prêts, il y a tout, mais il n'y a pas les doses. Il n'y a pas les doses. Il n'y a pas les doses. Il n'y a pas plus les les doses. flacons. Non, il y a plein de problèmes. Il y a deux problèmes principaux. On est dans un phénomène d'entonnoir. C'est-à-dire qu'on avait défini une campagne vaccinale, une stratégie de vaccination, avec des échéanciers, avec des populations cibles au fur et à mesure. On a décidé, d'accélérer, donc de mettre plus de gens à vacciner plus tôt, parce que ça râlait, parce que les gens ne comprenaient pas. Donc déjà, il y a plus de monde à vacciner et on a moins de doses. C'est un phénomène classique, je veux dire, d'entonnoir. On a plus de demandes, moins d'offres. Forcément, ça coince. Ça, c'est l'économie de base, ça. C'est l'économie de base. C'est vrai. et je ne comprends pas qu'Emmanuel Macron, avec son intelligence et la complexité de sa pensée, ne l'ait pas vu quand il a demandé à ce qu'on accélère. C'est trop basique. Peut-être trop basique. Trop basique. Mais François sans vouloir me faire le devin que je ne suis pas, il y a 15 jours sur ce même plateau, je vous disais qu'on allait manquer de doses. Donc il ne fallait pas être grand. Et vous aviez évoqué le variant africain du Sud. Et il ne fallait pas être grand clair pour l'imaginer. Par ailleurs, ce qui est certain, c'est que cette campagne de vaccination montre que le ministère de la Santé n'est pas capable d'orchestrer ou de conduire une campagne de vaccination. En logistique pure, d'ailleurs. Aujourd'hui, en tant que chef, Macron devrait charger d'autres entités. Ça peut être l'armée, ça peut être, pourquoi pas, les dirigeants de Carrefour, qui est une entreprise nationale au service de la nation. Mais mettons des logisticiens pour faire une campagne de vaccination. Ne demandons pas au ministère de la Santé de faire ce qu'il ne sait pas faire. Il y a des gens très compétents au ministère de la Santé, mais qui ne savent pas faire ça. Donc, chargeons les bonnes personnes de faire ce qui doit être bien fait. Si c'est j'ai le bien problème lu du macronisme. Le macronisisme, c'est mieux faire que les autres. Voilà, donc il fait, à la place de ceux qui savent. Parce que lui pense savoir mieux. C'est le principe. Qui donne une forme d'excès comme ça, un petit peu de prétention comme ça, et qui, j'imagine, aujourd'hui agace beaucoup les Français, parce que beaucoup, pour le dire simplement, ont été assez respectueux des règles et ont respecté les règles. Et une forme d'agression, de leur dire, mais attendez, vous êtes tous des procureurs à me juger. Enfin, psychanalytiquement, ça doit s'analyser. Basculons, c'est la une, et ça a été la une d'ailleurs hier de quasiment toute la PQR, les stations de ski, parce que c'était pas rien. Tout ça est arrivé étrangement, des négociations, des discussions, puis le couperet est tombé. C'est la une du Figaro aujourd'hui, du Figaro page saumon en papier et page blanche en Internet. L'année blanche. Il y a un dossier en page intérieure, ce n'est pas que la une. Laurent Wauquiez parle de 120 à 150 000 emplois impactés, c'est incroyable, et 5 milliards de manque à gagner. Pour sa région. Pour sa région, parce qu'il y a les Pyrénées et il y a d'autres régions de ski, le Jura et les Vosges. Qu'est-ce que vous en pensez de cette décision? Et nous, on est une émission éco, emploi, ressources humaines, parlons de l'emploi. C'est un drame absolu. Elle s'en relève ou pas? Elle s'en relève, les vallées, de ce choix ou pas? Tout dépendra de la stratégie que le gouvernement mettra en œuvre pour mettre en place le quoi qu'il en coûte présidentiel. Je veux dire, il va y avoir énormément de manque à gagner d'un point de vue effectivement de l'activité. Il y a des charges fixes qui sont très très lourdes pour les remontées mécaniques et pour les hôtels qui ne peuvent pas fonctionner parce que c'est pas les stations de ski qui sont fermées, c'est les remontées mécaniques qui ne rouvriront pas. Donc ça veut dire que les stations restent ouvertes mais sans restaurant,
donc c'est quand même l'activité relativement réduite, Sans location de ski. sans location de ski, avec la possibilité de faire de la on peut louer des luge. skis, mais en revanche, on peut pas Pas faire de- skier. on peut pas- Alors il faut on peut monter peu la piste skier. à pied et Non, puis on après peut la descendre. skier. On peut peu met skier. 4 heures à monter, on C'est ça, descend en 10 minutes. c'est exactement ça. Avec des pots de phoque. Why not? Mais, En revanche, il n'y a pas assez de pots de phoque. Il n'y a pas Parce cette que- pots de phoque. mais ça, on peut les acheter ailleurs. Précisons que ce sont des pots de phoque synthétiques, comme Bien il n'y aura pas de entendu. débat sur ce plateau. Donc, en un mot, et pour le dire simplement, est-ce que c'est pas en train comme ça de créer une forme de petite bombe à retardement, ces vallées là qui sont en souffrance, qui ont manifesté, qui continuent à manifester? Ça dit quoi là concrètement de cette économie qui va souffrir? Soit on paye. Et Mais on Laurent va Wauquiez, payer. on va Non, mais- payer. Non, C'est mais 5 le milliards. gouvernement- enfin, c'est le des- gouvernement a pris la décision de payer. Et moi, en fait, ce qui me choque le plus dans cette décision, c'est que d'une part, on l'annonce maintenant alors qu'elle est prise depuis 3 semaines. Et hier encore, le ministre dit que ça rouvrira peut-être, alors qu'il sait très bien que ça ne rouvrira pas de C'est la pas bien saison. de faire ça. C'est un véritable supplice chinois. Non seulement il y a le virus chinois, mais en plus il y a le supplice chinois. On est en train de chaque semaine d'entretenir les gens dans l'illusion que ça va rouvrir. Il faut dire. Ils le savent. Non, mais il faut dire, Ils sont fait une raison maintenant. mais il faut dire Oui. clairement aux Français et aux montagnards que toute la saison, j'espère que la saison prochaine, donc j'espère que d'ici la fin d'année ça pourra rouvrir, mais qu'en tout cas cette saison ça n'ouvrira pas. Ça, je veux dire, c'est la première chose. Et ensuite, ce qui est assez scandaleux, ou en tout cas choquant dans cette décision, c'est que cette décision n'est pas fondée, elle est uniquement politique. Elle n'est pas fondée sanitairement parlant. Il y a plein d'autres pays qui ont des stations ouvertes. C'est le cas Espagne. d'Autriche, c'est le cas de la Suisse. c'est le cas du Japon, c'est le cas des États-Unis, et il n'y a pas de cas spécifique. Mais attendez, vous y voyez Mais en quoi? revanche, c'est une décision politique parce que, enfin, dans ce que je comprends, C'est le les gens gouvernement riches qui s'est vont dit, skier. ce sont les 10%, les Français les plus riches qui vont C'est skier. ça. Je n'ai pas envie, si jamais j'autorise des stations de ski vers plein d'autres revendications, et donc je ne vais pas m'embêter avec les 10% des Français les plus riches, et donc je vais fermer les stations. C'est une décision politique, et on sait que la politique a ses raisons que la raison ignore. Il n'empêche que cette décision n'est pas bonne pour le pays, et qu'en plus elle est mal fondée. Et en tout cas, si on la prend comme ça, il faut expliquer les raisons et le dire clairement. Et donc moi, ce que je pense important, c'est d'une part de donner de la visibilité aux gens plutôt que les entretenir en permanence De faux espoirs. à la fois dans l'espoir et en même temps dans la crainte, et par ailleurs qu'il faut avoir un raisonnement qui soit quand même le plus sanitairement ou économiquement fondé. Marc Landré, sur cette question-là, c'est intéressant. Il y a à la fois le stop and go, on vous fait rêver, on vous fait espérer, on le sait depuis longtemps. Et le quoi qu'il en coûte, à la fin, ça va finir par coûter cher, parce que je fais une parenthèse dans le Figaro d'aujourd'hui. Il y a une tribune d'Agnès Verdier-Molinier qui sort un bouquin que vous présentez, où elle dit, attention, la dette... On fait son job. Hein. Non mais on est d'accord, mais attention la dette. Ouais. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le quoi Mais le qu'il- ministre du Oui. budget, le ministre délégué au budget a lui-même dit il y a 2 jours que le quoi qu'il en coûte n'était pas tenable sur la durée, y compris sur l'ensemble de l'année. Hein. Bah, Il l'a dit lui-même. Ouais, excusez-moi, je veux dire, Non, mais vous voyez, là, on est un peu, on vit à l'aveugle, on a les yeux bandés là. Et on assume les conséquences de ces actes, de ces choix. Donc la décision est prise de ne pas réouvrir les remontées mécaniques pour la saison d'hiver. Et ben, il va falloir faire les chèques nécessaires pour essayer d'atténuer un petit peu, de panser les plaies. Mais politiquement, en vérité, il y a 2 justifications. La première qui est donnée, c'est pour éviter les déplacements de population d'une région à une autre. Si vous fermez les remontées mécaniques, forcément, il y a moins de gens qui vont aller au ski. Et Ce qui est vrai. on est rendu compte à Noël, Ouais. les taux d'occupation étaient de l'ordre de 25% Ouais, c'est ça. maximum. Et aujourd'hui, on sait que sans remontée mécanique, les taux d'occupation sont de 5%. Donc forcément, ça brasse beaucoup moins. D'accord. Ça, c'est le premier point. Ok. Deuxième point, et Olivier Véran l'a dit hier soir sur TF1, c'est un point de vue sanitaire. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? J'en sais rien. En tout cas, c'est l'argument qui est donné. Ouais, C'est j'entends. prenez l'hôpital de Grenoble, il y a à peu près 1000 accidents par an, enfin par saison. Depuis le début, il a l'argument. L'argument, on ne va pas surcharger les hôpitaux. Accident de ski plus Covid, ça marche pas. Accident Mais en Ça fait, marche ce pas sont parce pas qu'on tous est les mêmes déjà services qui attendu. gèrent le Covid Bah ouais. et les stations de ski. En fait, on Oui, gère pas mais entre comme on transfère, comme aux urgences, on transfère des D'accord. personnes des urgences pour aller sur la réanimation quand il y a des problèmes. C'est vrai, de- c'est l'argument de utilisé. respiration. C'est vrai. L'argument. Quand Vrai, vous faux, demandez aux j'en sais médecins, rien. quand vous demandez aux médecins, ils vous disent que c'est pas vrai. Là encore, mais moi non plus, je suis pas spécialiste. Mais je pense que le vrai argument, malheureusement, c'est celui que je donnais. Mais d'après ce que je peux savoir. Mais est-ce qu'il n'y a pas un agacement? Je me tourne vers vous parce qu'il y a un chef d'entreprise, il y a à la tête d'un mouvement, il y a un rédacteur en chef qui s'occupe de l'économie, de certains chefs d'entreprise qui disent aujourd'hui, attendez, nous on est en train d'être pris en otage par des blouses blanches, par des choix sanitaires. Sur ce plateau, vous-même, vous dites, on n'est pas des experts, on ne sait pas si c'est vrai. Il y a une forme d'incertitude aussi. C'est-à-dire que la science qui nous impose ces règles sont Non, c'est même pas un la peu- science. C'est pas la science. C'est le choix politique qui est fait de ne pas surcharger les hôpitaux, D'accord. de faire en sorte qu'il n'y ait personne de supplémentaire qui meurt dans les hôpitaux alors que son cas aurait pu être sauvé. Le problème, il est là. Enfin, je veux dire, la conscientisation politique, elle est là. C'est un problème purement sanitaire, purement médical. Médical. C'est un choix. Donc les blouses blanches, on est d'accord. Donc les blouses blanches. Donc les blouses blanches. Donc le maintien de l'hôpital. Les professeurs, on est d'accord. Mais Vous ce en ne sont pensez pas quoi, les- François ce ne sont Vigne pas les blouses blanches qui décident, ce sont les politiques. Parce qu'en fait, Oui. le politique, il est là pour arbitrer entre différents intérêts. Il a l'ensemble des dossiers devant lui. Et après, c'est à lui qui arbitre. Et c'est lui qui prend les décisions. Les blouses blanches donnent leur avis, elles exposent leurs problèmes. Elles Il y a orientent, par si je peux
les chefs permettre. d'entreprise, il y a les salariés qui exposent leurs problèmes, mais après, c'est au chef de l'État et au ministre, au gouvernement, aux politiques, de prendre les décisions et d'arbitrer. Oui, c'est le regardez, rôle d'un politique. Le Conseil scientifique, il a fait plein de recommandations. Le fameux Conseil scientifique. Ces derniers mois, ces dernières semaines, que le politique a suivi ou pas. Donc, je veux dire, la recommandation. Au début, il y a eu des scientifique- polémiques, hein, Marc Landré, Mais il y en a sur encore on aujourd'hui. écoute trop le Conseil scientifique, le politique a perdu la main sur Oui, mais certains regardez, choix. aujourd'hui, le Conseil scientifique recommande à nouveau, il refait une tentative de ne confiner que les personnes les plus à risque. Exact. C'est un choix politique qui a toujours été écarté par Emmanuel Macron. Peut-être qu'il y viendra, on n'en sait rien. Mais je reviens sur un point. Effectivement, tout le monde le sait depuis longtemps. Prenez ce qu'a dit Elisabeth Borne depuis le mois de décembre. Elle a dit aux employeurs des stations de ski, recrutez vos saisonniers. Exact. Recrutez Il y a un les petit délai, exact. comme ça, si jamais, effectivement, on est amené à ne pas réouvrir, Vous les aurez. vous les aurez et ils pourront basculer en chômage partiel. Et d'après les premiers retours qu'on a, sur les 140 000 saisonniers chaque année qui viennent aider, qui viennent renforcer les effectifs des stations de ski, il y en a à peu près 60% qui ont effectivement été recrutés. C'est le chiffre de la CGT. Ça, c'est important. Voilà, qui 60% bénéficient donc d'un soutien financier par le du chômage chômage partiel. Voilà. Bon, donc, Et 40% qui n'auraient pas été recrutés et qui, eux, pourront bénéficier de cette fameuse prime de solidarité qui a été promise par le gouvernement, qui n'est toujours pas effective, c'est soit 900 € par mois, mais avec dans des conditions très restrictives d'activité 2019 par rapport à 2020. Oui, qui demande à faire beaucoup de papier, si j'ai bien compris. C'est Tout à pas fait. si simple Mais c'est d'avoir la France, fait. hein, après. Oui, c'est faux. Beaucoup de papier. Un dernier mot, François Vigne, parce que là, à la tête de ce mouvement, vous l'évoquez, je suis à la tête d'un mouvement, mais à la tête d'une entreprise. Le milieu économique que vous rencontrez, avec qui vous partagez des points de vue, il se situe où, je dirais, au niveau de sa... Au-delà de l'aspect purement économique, je dirais, de sa psychologie, de son intérieur. Il se dit, on va jusqu'où comme ça? Combien de temps on peut tenir comme ça? Parce qu'il y a, je pense, à l'intérieur du gouvernement, une bataille très forte sur... Il y a l'économie, je pense que Bruno Le Maire porte ce discours sur attention... Et puis, il y a quand même aussi, de l'autre côté, la bataille sanitaire de ministres qui disent, nous, on doit sauver. Comment on fait, là? Parce que ça fait presque un an, maintenant. On a pensé que ça allait durer quelques mois. On va arriver doucement à l'année entière de crise. Mais d'abord, il n'y a pas une vision unique au sein des chefs d'entreprise, mais ce qui est certain, c'est qu'un chef d'entreprise est généralement optimiste. S'il n'était pas optimiste, il ne créerait pas son entreprise. Donc nous sommes plutôt optimistes et nous avons plutôt la lumière au bout du tunnel, on voit plutôt les bonnes perspectives. Et on se dit, ça fait déjà un an, on peut penser que d'ici un an, on devrait être à peu près sorti, on commencera à en sortir. Donc ça fait du bien à entendre. Première chose, on voit du Donc vous nous remettez un an de crise, là, François. Oui, mais moi je préfère avoir C'est vrai que vous avez parlé de septembre. Et ensuite avoir de bonnes surprises que de me dire j'en ai pour 3 mois et avoir que des mauvaises surprises qui nous arrivent depuis un an. Donc plaçons-nous dans une hypothèse difficile, préparons-nous à ça et ensuite gérons le mieux s'il arrive. Et donc c'est d'abord la première chose. Ensuite, le constat des chefs d'entreprise, c'est que l'État français aujourd'hui est à terre, ne fonctionne plus et que malheureusement cette crise montre le besoin d'une réforme immense de l'État. Et ce que voudraient les chefs d'entreprise français, c'est que le pouvoir public fonctionne aussi bien ou mieux que les autres, parce que c'est ce que on le voit sur la vaccination, vous l'évoquiez. Aujourd'hui, il y a des efforts à faire. Donc, notre volonté, c'est que les choses marchent. Objectivement, on n'est pas là pour critiquer le gouvernement, on est là pour que les choses marchent, on est pour que nos salariés aillent bien, et on est là pour que tout le monde avance. Donc notre volonté, c'est que ça soit plus efficace et qu'on s'améliore. Marc-Landré, d'un mot avant de parler des étudiants, ce fameux 1 euro, parce que vous vouliez le commenter, et c'est important d'en parler, parce que les étudiants vont mal psychologiquement. Qu'est-ce que vous dites, qu'est-ce que vous répondez à François Vigne? On a un État qui est un peu déficient, pourtant c'est un État qui coûte cher, puisque nos déficits se creusent, on a un nombre de fonctionnaires assez important en France, on a des prélèvements qui sont élevés en France, et on entend des chefs d'entreprise qui disent ça marche pas, quoi. Non, je trouve pas que l'État soit déficient en la matière sur la gestion de la crise économique. Il est plutôt au rendez-vous et il fait ce qu'il faut. Le problème de l'État, c'est qu'il est omnipotent. C'est-à-dire qu'il prend des décisions à la place d'autres. Je veux dire, franchement, si on revient sur le plan de vaccination, peut-être qu'on aurait pu s'inspirer et demander leur avis aux collectivités locales. Elles sont peut-être mieux armées pour savoir où mettre les centres, quel public. Et tout est parti d'en haut. Mais tout est parti d'en haut. On est dans la transversalité, dans la verticalité la plus totale. C'est ce que je disais tout à l'heure avec Emmanuel Macron. C'est le jacobinisme macronien. On est également dans l'improvisation, alors qu'on pouvait prévoir certains pays, on commence à prévoir la vaccination dès juin dernier, ce qui n'était pas très difficile parce qu'on savait qu'on préparait un vaccin. Et nous, encore en décembre, on n'était pas prêts. Pourtant, non, on n'était pas prêts, mais on nous a dit qu'on serait prêts. Mais franchement, aujourd'hui, quand vous avez Olivier Véran qui, sur le plateau de TF1, qui pour moi c'est une faute politique phénoménale, nous dit hier soir. Fin février, on aura vacciné tant de personnes, fin mars, tant de personnes, jusqu'à 70 millions fin août. C'est comme les chiffres du chômage de François Hollande. C'est un suicide politique. Et malheureusement, c'est exactement ça. Avec une liste, et on sera à 47. On sait que les choses ne vont jamais aussi vite qu'on le voudrait. C'est le principe. Globalement, dans la vie, les choses ne vont jamais aussi vite. C'est le boomerang politique. J'ai trouvé que cette liste à l'après-vert le mettait en danger, puisqu'un jour, tous les mois, on lui ressortira cette petite courte vidéo où, évidemment, les étudiants
quelques mots, parce qu'on a eu sur ce plateau des experts, des spécialistes en psychologie qui nous disent qu'aujourd'hui, il y a une très forte poussée de demandes d'étudiants en grande difficulté psychologique. La visio, pas la visio, des profs qui ne peuvent pas se connecter, et puis surtout des étudiants inquiets pour leur avenir, parce qu'évidemment, ils ne peuvent pas étudier. Certains ont fait des prêts bancaires, qui aujourd'hui ne peuvent pas rembourser. Le 1 euro, gadget, pas gadget, on voit le président de la République qui essaie de trouver une porte d'entrée pour leur parler. 1 euro pour 2 repas. C'est 2 repas à 1 euro par jour pour tous ceux et tous les étudiants qui vont en resto universitaire et qui ne sont pas boursiers. Avant, c'était un repas pour uniquement les boursiers. C'est bien, enfin tant mieux, mais c'est pas ça qui va psychologiquement les aider. Je pense que le passeport psy qui est proposé par Emmanuel Macron, c'est-à-dire l'équivalent de 3 consultations gratuites chez un psy pour ceux qui le demandent, ça peut être plus utile. D'ailleurs, on voit que les lignes SOS Solitude sont débordées et qu'il y a beaucoup d'étudiants qui appellent. Mais c'est sûr, c'est une évidence. Je ne suis pas certain que le gouvernement se rende compte dès aujourd'hui du problème. Je pense qu'il l'avait déjà analysé, mais les réponses sont assez limitées. Qu'est-ce qu'on peut faire et je pense que des 3 mesures annoncées ou des 3 pistes avancées hier par Emmanuel Macron, la plus efficace, c'est peut-être la deuxième, celle dont on parle le moins. Exact. Non, celle de retour pour un jour par semaine. Exact. Sur site. Même si ça va être d'une complexité folle à mettre en œuvre. Oui, c'est sur site. Mais on arrive à l'école, on arrive dans les entreprises. Moi, j'ai 4 enfants, dont 2 qui sont étudiants. Je peux vous dire, et tous leurs amis, je peux vous dire que la seule chose, ils n'ont pas besoin de psy, ils ont besoin de relations sociales. Évidemment. Ils veulent voir leurs amis, ils veulent voir des professeurs, ils veulent du physique, de la relation physique. C'est ça dont ils ont besoin. Ils veulent prendre un café à la cafette de la fac. Moi, c'est pas possible. Et ça, c'est pas possible. Dès qu'il y a des mesures qui sont prises pour les étudiants, moi, je serais bien. Donc je dis bravo au président Macron, s'il a pris des décisions. 1 euro pour tout le monde. Enfin, je pense qu'il y a des gens qui n'en ont pas besoin. Donc autant, en revanche, focaliser les moyens sur ceux qui en ont vraiment besoin, parce que les moyens, malheureusement, ne sont pas indéfinis. Pas saupoudrés, mais centrés, bien sûr. Mais dont acte. Et il y a des gens en grande difficulté financière, donc il faut les aider. En revanche, ce qu'il faut, c'est créer les conditions d'un retour rapide des étudiants dans les écoles, autant que possible. Et là encore, et je trouve que par ailleurs, le 20% dans toutes les facs, il faut adapter la jauge aux capacités. Le 20% général est stupide, pardonnez-moi. Il y a des fois, peut-être des facs, 10%. En fonction de la configuration du campus. Ce qui est important, c'est que les sécurités sanitaires soient assurées. Mais est-ce que le 20%, on revient toujours à la même chose, c'est-à-dire qu'une norme qui est décidée d'en haut, alors qu'elle pourrait être appliquée, négociée en fonction de chaque réalité de fac. de chaque localement. Est-ce que vous avez le sentiment, parce que vous êtes des pères de famille, on est tous pères de famille avec des enfants plus ou moins âgés ou engagés dans les études, mais on commence à nous dire, mais il y a une génération, alors il y a eu la génération SIDA, la génération Covid, c'est une génération qui, que ce soit en école maternelle, en primaire ou au collège ou au lycée, sont un peu la génération sacrifiée. Est-ce que ça c'est une inquiétude? Est-ce que vous en avez conscience? Est-ce que l'État en a conscience de ça? Moi j'ai un garçon également en terminale. L'année dernière, on l'a privé de bac de français, parce que, et cette année il va être privé de bac apparemment, puisqu'on commence à enlever son spécialité. Et je pense qu'en juin on nous dira qu'il n'est pas possible de tenir le grand oral, etc. Oui, c'est ça. Et les professeurs parlent d'eux-mêmes en parlant de la génération Covid. Donc oui, ils ont un peu le sentiment de sacrifier. Alors heureusement, ils sont jeunes, ils sont optimistes et ils ont plein de choses à faire. Mais il n'empêche que oui, ils ont l'impression aujourd'hui de payer un très lourd tribut à cela. Et sachant qu'aujourd'hui, ce qu'ils veulent, eux aussi, c'est travailler. Et nous, enfin, sans vouloir faire la pub pour les EDC, on sort un livret sur le travail. Le travail est quand même la principale voie d'humanisation des hommes et des femmes. Et donc, il faut aujourd'hui remettre en valeur. Je ne poserai pas ma question sur le RSA alors, parce que là, c'est râpé. Et leur permettre de travailler. Tous nos jeunes ont besoin de travailler, ont besoin d'avoir des relations sociales et ont besoin de passer des épreuves. Juste pour les plus défavorisés, vous l'évoquiez tout à l'heure, ne saupoudrons pas, centrons bien nos aides sur ceux qui souffrent. Certains évoquent l'idée d'un RSA dès 18 ans. Est-ce que le gouvernement a écarté, il préfère, et je pense que c'est à juste titre, développer ce qu'on appelle la garantie jeune, qui est un dispositif qui fonctionne, qui est l'un des rares dispositifs publics qui est loué par la Cour des comptes. Franchement, il faut le signifier parce que c'est quand même assez rare. Donc, dopons, effectivement, comme veut le faire le gouvernement, la garantie jeune pour ceux qui en ont vraiment besoin. C'est un accompagnement renforcé avec une petite prime de 450 € par mois pendant 2 ans maximum pour les aider à mettre en œuvre leur projet professionnel. C'est mieux que de effectivement saupoudrer et de créer un RSA jeune, parce que là après on va remettre sur le débat, sur le tapis, la question du revenu universel. Donc on n'a pas forcément besoin aujourd'hui. Le RSA, c'est la porte d'entrée de cette question et des polémiques autour du revenu universel. Juste d'un mot, parce que dans le Figaro, c'est très intéressant, vous ouvrez avec les stations de ski, parce que c'est évidemment une actualité très forte qui heurte toute une économie, mais vous avez en page intérieure un papier assez contrasté sur, il y a des secteurs qui vont très très mal, puis il y a des secteurs qui vont bien, et c'est compliqué quand on fait des sujets et des émissions sur l'économie où tout est triste, alors que c'est pas vrai. C'est intéressant, cette espèce de contraste. Il y a des secteurs, je ne sais pas, dans la finance, il y a quand même le marché continue à investir. J'ai vu qu'il y avait on n'a jamais autant levé de fonds que pendant l'année 2020.
comment, pour conclure, une petite note d'espoir, Mais il faut se c'est réjouir- très contrasté ce qu'on vit là. Il faut se réjouir qu'il y ait des secteurs qui aillent bien. Si tous les secteurs allaient mal, ça serait encore plus mauvais pour la France. Et en revanche, ce qui est important, c'est que les secteurs qui vont bien soient solidaires des secteurs qui vont moins bien et aident autant que possible les secteurs qui vont moins bien. Aujourd'hui, nous, chefs d'entreprise, nous avons un devoir de solidarité, quand on a chance que ça aille bien, envers ceux qui vont moins bien. C'est à nous tous ensemble. Ça, c'est de nous l'esprit sortir. EDC, ça. C'est l'esprit EDC, et je pense que c'est l'esprit au-delà de. Oui, c'est l'esprit EDC, mais que tout le monde c'est devrait également avoir. de beaucoup d'autres patrons. Marc Landré, pour conclure. Les- C'est le contraste du. L'économie, c'est l'image des individus. Le matin, vous levez, des fois vous êtes de bonne humeur. Moi, vous j'étais êtes de bonne humeur positif, ce matin. voilà, et puis le lendemain, vous allez avoir ça Bah va ouais. pas aller parce que vous allez avoir une mauvaise nouvelle ou parce que c'est comme ça. Malheureusement, on n'a pas le choix. On vit en mode dégradé. Je trouve que c'est le terme qui résume le Ouais, mieux c'est vrai. cette période depuis un an. On vit en mode dégradé C'est exactement avec ça. tous ces excès, ces extrêmes, des phases d'euphorie et des phases de dépression, de mini-déprime, parce que la situation nous pousse à être contrastés, malheureusement. Et donc l'économie est à l'image de ce que les hommes sont dans cette période de Ouais, vie dégradée. je garde cette une année de vie dégradée. On l'avait attribué au télétravail, Tout à fait, c'était ouais. le mot. Et là, aujourd'hui, effectivement, on peut considérer qu'on a eu une année dégradée. Voilà, on espère qu'on Et va. c'est pas fini. On On est d'accord. Et c'est pas fini. Alors- C'est super de terminer. Et c'est pas fini. C'était la Mais- positive. Ouais. Très bien. François Vigne nous met une On année va de vers plus le de mieux. crise. Mais on va vers le mieux. On va vers le mieux. Bon, il y a Ouais, du ouais. soleil devant nous. En tout cas, je ne sais pas s'il est au-dessus de nous, mais il est devant nous. Merci à vous, messieurs. Merci à vous, Marc Landré, rédacteur en chef. Le Figaro, responsable service économie, avec en une à découvrir eh bien, les stations de ski cette année blanche, qui était évidemment un drame économique. On va continuer à en parler sur ce plateau. Et merci à François Vigne, fondateur, directeur associé de Sycomore Corporate Finance. Vous êtes l'un des membres actifs éminents des EDC, entrepreneur et dirigeant chrétien. Oui, je l'ai bien Merci dit là. beaucoup. Je ne me suis Bravo. pas trompé. Merci beaucoup. Fenêtre sur l'emploi, c'est le livre de Smart Job. C'est juste après, ne bougez pas. On s'intéresse au digital et à l'utilité du digital. Il est partout. Il faut simplement s'initier et à apprendre à maîtriser cet outil. On accueille l'auteur tout de suite. Job, c'est tous les vendredis. Vous connaissez notre rendez-vous. On a fait un petit catalogue comme ça de tous les auteurs que l'on reçoit. Éric Campanini, vous êtes l'auteur de Le digital, c'est comme le vélo, ça s'apprend. Moi, je pensais que ça s'apprenait pas. Non, ça s'oublie pas. Ça s'oublie pas, ça s'apprend. Mais ça s'apprend. Petit guide pour travailler gagnant avec le numérique. Interédition, c'est le nom de l'éditeur. Oui, Édition tout à avec fait. un S. C'est un livre extrêmement pratique où vous démarrez d'ailleurs, c'est assez sympa le début de votre livre parce que vous expliquez comment est né le vélo. J'ai découvert le nom de celui qui a inventé le vélo et tout le monde s'est dit mais ce type qui grimpe sur cette espèce de truc dingue, il va se casser la gueule et vous dites bah non, parce qu'avec quelques exercices et un peu d'entraînement, c'est devenu le vélo utilisé dans le monde entier. Pourquoi avoir voulu écrire ce livre? Parce qu'il y a un côté qui c'est pas un livre de philo, c'est un livre très pratique Tout à fait. et vous nous prenez par la main pour dire bah, vous n'êtes pas fort dans le digital, c'est pas grave, on peut Pas grave. c'est pas grave. pourquoi c'est si important aujourd'hui le digital? En fait, le digital aujourd'hui, il est partout. Quel que soit votre job, quel que soit votre secteur, quel que soit votre métier. La question, elle n'est pas là. La question est qu'est-ce qu'on en fait? Et dans le contexte dans lequel on est aujourd'hui, un contexte de crise, avec 800 000 emplois qui ont été supprimés à cause du Covid, c'est pas fini. Avec des jeunes qui, en ce moment, se posent la question avec Parcoursup, mais Je vais qu'est-ce où que je vais faire? Où est-ce que je vais? Il y a plus de 600 000 jeunes qui font ça aujourd'hui. En fait, il y a énormément d'opportunités dans les entreprises pour trouver un job. Et ce livre, c'est un message d'espoir pour dire il y a des solutions. Et on a la chance d'être en France, Arnaud, avec énormément de solutions de financement et d'accompagnement. Alors ça, c'est la fin du livre. Vous évoquez, ça c'est très intéressant, vous prenez l'écran, le CPF, comment on fait pour Mon compte transférer. Ça formation. fait rire Marc Landré parce que pour ceux qui avaient un DIF, moi j'avais un DIF, il faut le transférer sur le CPF, il faut mettre un code. Tout ça, c'est expliqué dans le livre avec les captures d'écran. Merci, parce que c'est pas si simple. Et on oublie le CPA qui est mort-né en 2016. Et le CPA, alors lui on n'en parle plus. N'écoutez pas Marc Landré, il n'y a plus de CPA. C'est DIF vers CPF, et puis à la fin vous avez un chiffre qui vous apparaît. On vous dit vous avez 2500 € pour faire une formation. Un mot quand même sur le digital. On voit aujourd'hui ici sur ce plateau, les entreprises digitalisent, accélèrent. Très bien. Vous parlez de l'intelligence artificielle. C'est un sujet un peu polémique parce que vous utilisez des phrases en disant non, l'intelligence artificielle ne remplace pas les ouvriers, mais l'intelligence artificielle, si je paraphrase, remplacera ceux qui ne maîtrisent pas l'IA. Exactement. Et c'est ça, aujourd'hui, le digital fait peur. Pourquoi les gens ne se forment pas? C'est plus facile de dire non, mais c'est pas pour moi. C'est un métier de geek, c'est un métier d'homme, c'est quelque chose sur lequel, de toute façon, j'aurai le temps de m'y mettre. Et c'est pas vrai, c'est là. Et aujourd'hui, vous pouvez trouver un job, vous pouvez le garder et vous pouvez vous épanouir en vous formant effectivement à ces sujets-là. Concrètement, c'est à 45 ans, à 50 ans, parce qu'il y a aussi aujourd'hui des personnes qui quittent des usines, qui quittent des emplois industriels, à qui on dit à Pôle emploi ou ailleurs, il faut passer dans le digital. La personne baisse les bras, elle dit, mais attendez, qu'est-ce que vous voulez que je passe dans le digital?
Il n'y a pas d'âge aujourd'hui pour se Non, mais former voilà. sur le sujet. Je vais prendre un exemple très concret. Dans le livre, je donne un certain nombre d'exemples de parcours de personnes. Beaucoup, c'est vrai. Natalia, par exemple, responsable formation, 53 ans, qui se dit mais j'ai atteint un plafond de verre, je ne vais pas y arriver, et qui finalement s'est formée, je l'ai accompagnée, s'est formée et a trouvé un job dans son métier, directrice marketing. Un Et c'est manutentionnaire, possible. un manutentionnaire, quelqu'un qui travaille Un sur un métier manutentionnaire, de effectivement. base, qui va progresser. Et exactement, c'est Franck, par exemple, manutentionnaire, qui est devenu chef de projet digital. Mais c'est Willy aussi, intermittent du spectacle. C'est des vrais noms ou Aujourd'hui, pas? Bon, c'est des vrais noms. C'est des vrais noms. Là, parce que parfois, on invente C'est des vrais noms. prénoms. C'est des vrais prénoms. Donc, il existe bien, ce Non, Willy. non, ce sont les vrais prénoms. Voilà. Concrètement, il y a un débouché, parce que notre émission parle de l'emploi aussi, et essayer de donner de l'espoir. C'est un secteur d'activité qui recrute en ce moment? Oui, c'est un secteur d'activité qui recrute. Alors, les chiffres, sur les chiffres qu'on peut prendre, mais prenons ceux de Pôle emploi, d'ici 2022, il y aurait 190 000 postes à pourvoir dans les métiers de la data, de l'intelligence artificielle, de la cybersécurité, etc. Très bien. Mais aussi dans les métiers plus classiques, plus traditionnels, le fait de développer ses compétences est une bonne manière de garder son job. Et allez, soyons fous, de s'y épanouir. Justement, c'est une question un peu que je me posais, moi qui ai fait fac d'histoire, qui suis un peu vieille école, qui avait encore des vieux calepins quand on faisait du journalisme. Vous voyez, c'est une espèce de truc un peu à l'ancienne. Marc Landré, je vois qu'il... Voilà, on vient de là. On a nos papiers. Et puis soudain, vous demandez à des journalistes, nous-mêmes, de devenir nous-mêmes des nouvelle génération. nouvelles générations. On tape des geeks, on doit mettre de l'insta, on doit mettre... Enfin, c'est compliqué, c'est quand même une révolution difficile. Comment on fait pour rassurer, pour justement, parce que vous démythifiez un peu le digital. Qu'est-ce que vous leur dites à vos élèves? N'ayez pas peur, ça va bien se passer, ça fait pas mal. Alors, C'est comme le vélo, des fois on tombe quand même. On peut être un peu incantatoire. Effectivement, c'est comme le vélo, parfois on tombe. Il faut essayer. C'est surtout une question d'état d'esprit. La question n'est pas de savoir si vous formez telle ou telle techno. La question, c'est développer une curiosité, avoir envie. Il y a énormément de ressources sur Internet aujourd'hui. Il y a énormément de types de formations possibles pour vous prendre par la main et petit à petit, effectivement, développer les compétences. Et comme le vélo, Arnaud, une fois que vous êtes monté dessus, vous pouvez monter sur n'importe quel type de vélo. Une fois que vous avez développé les quelques compétences de base, pas besoin d'être un geek et de passer son temps sur Instagram. Quand on dit digital, ça touche en quelques mots les métiers de la data, c'est quoi? C'est de la programmation? C'est parce que tout ça est très vague, c'est un mot valise, le digital. C'est quoi les métiers du... Alors, les grands métiers, on va retrouver effectivement de la programmation, développeur web. On va trouver des métiers de data. La principale tension qu'il y a aujourd'hui, c'est data analyst. Des sujets sur la sécurité, la cybersécurité, sur les réseaux. Donc ça, c'est les métiers spécifiques data. Mais dans n'importe quel job, vous l'avez dit tous les deux, il y a de la data, il y a de l'intelligence. Dans nos métiers, il y a de la data. du digital. Il y a la nécessité de maîtriser l'outil informatique, Ouais. l'outil Exactement. digital, Ce qui n'est pas si simple, hein. Je le dis même pour nous qui sommes... Mais voyez, vous qui voulez une note positive, je pense que cette crise de cette pandémie Elle accélère. est un phénomène d'accélération Bien et sûr. tout le monde s'est mis à suivre des webinaires, à faire des formations en ligne, ce Un qu'on peu n'aurait forcé, pas voilà. de manière totalement forcée, Mais oui. ce qu'on n'aurait pas fait naturellement si on nous avait laissé le choix de le faire. On n'a pas eu le choix, on s'y est mis, suis d'accord. et quelque part c'est un mal pour un bien. On apprend en marchant et les crises accélèrent le rythme de marche. Les visios qu'on a tous fait pour faire des réunions. Et qui vont changer nos vies demain quand la crise ne sera Au pas début, ça bidouillait pas mal, et puis à la fin, les visios, c'est devenu naturel. Merci, Exactement. Éric Campanini. C'est un guide pratique, hein, c'est pas un livre de philo. Il y a des témoignages qui sont très riches. Le digital, c'est comme le vélo, ça s'apprend. Aux éditions Inter-Éditions. Merci à Marc Landré de nous avoir accompagnés Merci. jusqu'au bout de l'émission. Merci à vous. Merci à vous qui nous regardez. Merci à Fanny Griesmer pour ces exercices. Je me sens vraiment tellement plus détendu, évidemment, à la fin de l'émission. C'est qu'est-ce qu'on se sent bien. Merci à toute l'équipe. Merci à Nils, le réalisateur. Merci à nos amis du son. Merci à Margot pour l'accueil invité. Merci à tous ceux qui m'aident à faire cette émission. Je vous retrouve lundi, très détendu, très relax, parce que j'aurai respiré par le ventre, évidemment. Bon week-end, portez-vous bien.